Pendant des décennies, personne n'aurait parié un seul centime sur la Corée du Sud dans le domaine des chasseurs de combat. Ce petit pays, coincé entre des géants militaires, dépendait entièrement des États-Unis pour défendre son ciel. Et pourtant, en juillet 2021, un appareil sorti d'un hangar de Sacheon a fait trembler les bureaux d'études de Dassault, de Lockheed Martin et même du Kremlin. Un chasseur que personne n'attendait, conçu par un pays que personne ne prenait au sérieux dans ce domaine, venait de prouver que l'impossible avait changé de camp. Pour comprendre l'ampleur de cet exploit, il faut remonter au début des années 90, à une époque où Séoul vivait une contradiction humiliante. D'un côté, la Corée du Sud était devenue l'une des économies les plus dynamiques de la planète, rivalisant avec le Japon dans l'électronique, l'automobile et la construction navale. De l'autre, son armée de l'air volait encore sur des appareils conçus à l'époque de la guerre du Vietnam. Les F-4 Phantom, ces énormes bêtes biplaces aux lignes anguleuses, patrouillaient toujours la ligne de démarcation avec le Nord. Les F-5 Tiger, plus légers mais tout aussi dépassés, complétaient un arsenal qui commençait sérieusement à montrer ses rides. Chaque pièce de rechange, chaque mise à jour logicielle, chaque décision stratégique dépendait directement de Washington. Les ingénieurs coréens regardaient leurs voisins japonais développer le Mitsubishi F2, une version améliorée du F-16, et se posaient une question brûlante. Pourquoi pas nous? En 1992, Korea Aerospace Industries, connu sous l'acronyme KAI, lança un programme qui allait tout changer. L'objectif affiché paraissait modeste sur le papier. Il s'agissait de concevoir un avion d'entraînement supersonique, capable de remplacer les vieux appareils de formation de l'armée de l'air. Mais dans les couloirs de l'entreprise, personne n'était dupe. Ce projet, qui prendrait plus tard le nom de T-50, devait servir de laboratoire grandeur nature. Un terrain d'apprentissage où des ingénieurs coréens, pour la première fois de leur histoire, allaient maîtriser chaque aspect de la conception d'un jet militaire moderne. Lockheed Martin, géant américain de l'aéronautique, accepta de participer au programme en échange d'un partage technologique soigneusement calibré. Les Américains fournissaient l'expertise, les Coréens absorbaient tout ce qu'ils pouvaient. Les années passèrent, ponctuées de doutes, de retards et de budgets qui gonflaient. Certains députés sud-coréens remettaient régulièrement le programme en question, arguant qu'il serait beaucoup plus économique d'acheter des appareils américains sur étagère. Mais les partisans du projet tenaient bon, rappelant sans cesse un argument qui finit par triompher. Un pays qui ne produit pas ses propres armes ne contrôle pas son destin militaire. Le T-50 finit par voler, puis par entrer en service, et enfin par être exporté vers l'Indonésie, l'Irak, les Philippines et la Thaïlande. Pour une première tentative dans l'aviation militaire, le résultat dépassait toutes les attentes. Mais ce succès, aussi encourageant fût-il, ne répondait pas à la question centrale. La Corée du Sud était-elle capable de concevoir un véritable chasseur de combat, capable d'affronter les meilleurs appareils du monde? En 2001, le gouvernement sud-coréen décida de franchir le pas. Le programme fut officiellement baptisé Boramae, ce qui signifie « jeune faucon dressé pour la chasse » en coréen. Son ambition était aussi vertigineuse qu'irréaliste aux yeux de nombreux observateurs étrangers. Il ne s'agissait plus de copier, d'adapter ou de modifier. Il fallait créer de toutes pièces un chasseur de combat moderne, capable de tenir tête aux Rafales français, aux Eurofighter Typhoon et même à certains avions russes, comme le Sukhoi 27. Les experts occidentaux ricanaient dans leurs revues spécialisées. Ils soulignaient que même des pays dotés d'une longue tradition aéronautique avaient échoué à relever un tel défi. Concevoir un chasseur depuis une feuille blanche coûte des milliards de dollars, exige des décennies d'expérience cumulée et requiert une base industrielle que la Corée du Sud ne possédait tout simplement pas encore. Pire encore, chaque appareil produit coûterait plus cher que s'il était acheté à l'étranger, en raison des investissements massifs nécessaires pour créer une ligne de production de zéro. Durant près d'une décennie, le projet Boramae végéta. Les fonds arrivaient au compte-gouttes, les prototypes restaient à l'état de dessin sur les bureaux des ingénieurs, et l'enthousiasme initial commençait à s'effriter. Certains à Séoul pensaient sérieusement que le programme serait abandonné, victime de son ambition démesurée et des réalités budgétaires. Les années 2005, 2006 et 2007 passèrent sans avancée majeure.
Chaque nouveau ministre de la Défense devait défendre le projet devant des parlementaires de plus en plus sceptiques. Les journaux sud-coréens publiaient régulièrement des articles prédisant la fin imminente du programme. Et pourtant, quelque chose allait se produire à la frontière nord qui changerait radicalement la donne, transformant un projet moribond en priorité nationale absolue. Car au nord du 38e parallèle, un régime imprévisible préparait ses propres surprises, et chaque provocation de Pyongyang allait rappeler aux Sud-Coréens une vérité brutale qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Le 26 mars 2010, à 21h22, une violente explosion déchira la toque de la corvette sud-coréenne Cheonan, patrouillant au large de l'île de Benyang. 46 marins perdirent la vie dans les eaux glacées de la mer Jaune. L'enquête internationale désigna rapidement un coupable, une torpille nord-coréenne tirée par un sous-marin miniature. 8 mois plus tard, en novembre, l'artillerie de Pyongyang bombardait l'île de Yeonpyong, tuant 4 personnes et blessant des dizaines d'autres. Ces 2 incidents, survenus à quelques mois d'intervalle, firent l'effet d'un électrochoc dans les couloirs du pouvoir à Séoul. La menace du Nord n'était plus une abstraction stratégique, elle venait de frapper en plein cœur. Du jour au lendemain, le programme Boramae, jusque-là considéré comme un luxe coûteux, devint une nécessité vitale. Les députés qui hier encore critiquaient son budget se transformèrent en défenseurs acharnés. Le président sud-coréen exigea une accélération immédiate des travaux et débloqua des crédits supplémentaires. Mais un obstacle demeurait, celui du partage des coûts. Concevoir un chasseur moderne depuis zéro engloutissait des sommes faramineuses, et aucun pays ne pouvait raisonnablement porter seul un tel fardeau. C'est à ce moment que l'Indonésie entra en scène, de manière totalement inattendue. Jakarta proposa de prendre en charge 20% du financement total en échange d'un transfert partiel de technologie et de la livraison future de 50 appareils pour son armée de l'air. Pour les autorités sud-coréennes, cette offre était une bouffée d'oxygène inespérée. La Turquie manifesta également un intérêt marqué pour le projet, même si Ankara décida finalement de poursuivre son propre programme national plutôt que de s'engager financièrement. D'autres investisseurs privés et publics complétèrent le montage, apportant 20% supplémentaires. Le gouvernement sud-coréen assumait quant à lui les 60% restants, un engagement colossal qui engageait les finances publiques pour près de 2 décennies. Lockheed Martin fut choisi comme partenaire technologique principal, fort de son expérience acquise lors du développement du T-50. Les Américains, soucieux de garder la main sur certains aspects sensibles, comme les radars AESA avancés, acceptèrent néanmoins de collaborer sur l'architecture générale et l'intégration des systèmes. Une fois l'argent sécurisé, il fallut choisir à quoi ressemblerait réellement ce futur chasseur. 3 concepts radicalement différents furent mis sur la table des ingénieurs. Le premier, baptisé C-103, ressemblait étrangement au F-35 américain, avec ses lignes fuselées conçues pour minimiser la signature radar. Le deuxième, le C-203, adoptait une configuration inspirée des designs européens, une voilure delta complétée par des canards à l'avant, formule privilégiée par Dassault et par le consortium Eurofighter. Le troisième, le C-503, misait sur la simplicité et l'économie, avec un seul moteur et des capacités plus modestes. Le débat au sein de l'armée de l'air sud-coréenne fut houleux. Les partisans du C-503 plaidaient pour une approche pragmatique, soulignant qu'un chasseur monomoteur coûterait bien moins cher à produire et à entretenir. Leurs adversaires répliquaient qu'un seul moteur représentait un risque inacceptable lors de missions au-dessus de la mer ou en territoire hostile, une panne signifiant automatiquement la perte de l'appareil. Après des mois de tractations techniques et politiques, le haut commandement trancha en faveur du C-103. 2 moteurs, c'était la garantie de la survie du pilote et la promesse de performance supérieure. Le pari était lancé, mais la route qui menait au premier vol allait se révéler bien plus tortueuse que quiconque ne l'imaginait à cet instant précis. Dans les souffleries de l'Institut coréen de recherche aérospatiale, des maquettes réduites au 10e tournoyaient jour et nuit sous des flux d'air atteignant des vitesses hypersoniques. Chaque courbe, chaque angle, chaque millimètre de fuselage était scruté par des capteurs ultra-sensibles qui traduisaient les données brutes en équations complexes.
Les ingénieurs découvrirent rapidement que la forme initialement retenue souffrait de défauts majeurs. La traînée aérodynamique était trop élevée aux vitesses transsoniques, la stabilité laissait à désirer lors des manœuvres à haut angle d'attaque, et la signature radar frontale dépassait les seuils acceptables. Il fallait reprendre la copie, mais sans repartir de zéro. De cette phase intense d'optimisation naquirent 4 nouvelles variantes, chacune explorant une voie légèrement différente. La première, désignée C104, privilégiait une réduction maximale de la traînée au détriment d'une partie de la charge utile. La deuxième, C105, adoptait une approche équilibrée, avec une cellule plus compacte et des entrées d'air redessinées. La troisième, C107, augmentait la taille du fuselage pour intégrer davantage de carburant interne et potentiellement une soute à armement. La quatrième, C109, reprenait certaines caractéristiques de la C107, mais avec une voilure modifiée pour améliorer la maniabilité à basse vitesse. Après plus d'une année de confrontation entre ces 4 prétendantes, le choix se porta sur la C105. Les ingénieurs coréens considéraient qu'elle offrait le meilleur compromis entre performance aérodynamique, coût de production et potentiel d'évolution. Ce projet finalisé reçut alors une nouvelle désignation officielle, KFX, acronyme pour Korean Fighter Experimental. Des éléments prometteurs des autres variantes furent intégrés à la conception finale, notamment certaines solutions techniques empruntées à la C107 pour la capacité d'emport en carburant. Les années suivantes furent consacrées à la construction de cellules d'essai, de bancs de test pour les moteurs et à l'assemblage des premiers composants majeurs. Des milliers de techniciens travaillaient en parallèle sur différents sous-systèmes, depuis l'avionique jusqu'aux commandes de vol électrique. Le train d'atterrissage, fabriqué localement, subit des essais de chute répétés pour garantir sa robustesse. Le cockpit, équipé d'un écran tactile panoramique, reçut ses premiers tests d'ergonomie avec des pilotes d'essai sud-coréens. Le 9 avril 2021, dans une cérémonie grandiose retransmise en direct à travers tout le pays, le premier prototype fut officiellement dévoilé devant les caméras du monde entier. Le président sud-coréen Moon Jae-in assista personnellement à l'événement, aux côtés du vice-président indonésien Maruf Amin, venu spécialement pour l'occasion. L'appareil, désormais baptisé KF-21 Boramae, apparut dans sa livrée gris clair, ses 2 réacteurs General Electric F414 gardant le silence sous les projecteurs. Des journalistes de Pologne, du Pérou et des Philippines se bousculaient pour photographier la machine sous tous les angles. Les 3 pays exprimèrent immédiatement un intérêt sérieux pour une acquisition future, ajoutant une dimension d'exportation à un programme déjà ambitieux. Vint alors le moment le plus attendu, celui du premier vol. Le 19 juillet 2022, sur la base aérienne de Sacheon, le pilote d'essai Han Jun-yeon s'installa dans le cockpit. À 17h40 précises, les 2 réacteurs rugirent et l'appareil s'élança sur la piste. 33 minutes plus tard, après un vol parfaitement maîtrisé, le Boramae reposait ses roues sur le béton sous les applaudissements frénétiques des ingénieurs. Un deuxième appareil rejoignit le programme en novembre, et un troisième franchit le mur du son en janvier 2023, ouvrant la voie à une phase de test bien plus audacieuse que tout ce qui avait été tenté jusqu'alors. Un chasseur sans armement n'est qu'une coquille vide, et les décideurs de Séoul le savaient pertinemment. La question du choix des missiles allait devenir l'un des débats les plus tendus de tout le programme, opposant partisans de la loyauté envers Washington et défenseurs d'une plus grande indépendance stratégique. Pendant des décennies, l'armée de l'air sud-coréenne avait accroché sous les ailes de ses appareils des missiles AIM-120 AMRAAM, référence absolue dans le domaine des engins RR à guidage radar actif. Ce choix semblait évident, presque automatique, tant la fidélité du missile américain était reconnue sur les champs de bataille du Golfe, des Balkans et du Moyen-Orient. Pourtant, les ingénieurs de KAI regardaient avec insistance vers l'Europe. MBDA, le consortium franco-britannico-italien, développait depuis des années un missile révolutionnaire nommé Météor. Doté d'un statoréacteur à combustion continue, cet engin pouvait maintenir sa poussée bien plus longtemps qu'un missile classique, offrant une zone de non-échappement considérablement élargie. Autrement dit, lorsqu'un pilote adverse recevait l'alerte d'un tir de Météor, ses chances de survie fondaient comme neige au soleil,
même en tentant des manœuvres évasives extrêmes. Les Sud-Coréens, après des mois de négociations discrètes avec MBDA, annoncèrent officiellement l'intégration du missile européen sur leur nouvel appareil. La nouvelle provoqua une onde de surprise à Washington, où certains responsables virent dans ce choix un signe d'émancipation technologique de leur allié asiatique. Pour le combat rapproché, la décision fut tout aussi audacieuse. Au lieu de se contenter du traditionnel AIM-9 Sidewinder, les ingénieurs optèrent pour le missile infrarouge allemand IRIS-T, reconnu pour sa capacité à frapper des cibles situées derrière l'appareil tireur grâce à son autodirecteur à imagerie thermique perfectionnée. Une véritable arme de dogfight moderne, capable de retourner la situation dans les secondes les plus critiques d'un engagement. Mais le plus spectaculaire dans l'arsenal du Boramae concernait les frappes à longue distance. L'administration sud-coréenne chargée des acquisitions militaires, la DAPA, confirma le 12 décembre 2023 le lancement officiel du programme de missiles de croisière baptisé Sky Dragon, ou Dragon du ciel. Cette arme, développée entièrement sur le sol coréen, devait offrir une portée estimée à 500 km, suffisante pour frapper les infrastructures stratégiques les plus reculées de Corée du Nord depuis l'espace aérien sud-coréen, sans jamais avoir à franchir la ligne de démarcation. Des tests préliminaires avaient déjà été menés avec succès depuis de vieux F-4 encore en service, et la version définitive devait être pleinement opérationnelle d'ici 2028. Ce missile s'inscrivait dans un concept stratégique global connu sous le nom de plan opérationnel des 3 axes. Le premier axe prévoyait des frappes préventives ciblées sur les sites nucléaires nord-coréens en cas de menace imminente. Le deuxième axe consistait en une défense antimissile multicouche capable d'intercepter les projectiles ennemis avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le troisième axe, surnommé « riposte écrasante », promettait une réponse massive contre les centres de commandement de Pyongyang si le Nord franchissait la ligne rouge. Le Boramae devenait la pièce maîtresse capable d'exécuter ces 3 missions interchangeables. Concernant les performances pures, les chiffres communiqués firent tourner bien des têtes. Les 2 réacteurs General Electric F414, dans leur variante GE400K, propulsaient l'appareil jusqu'à environ 1200 nœuds, soit Mach 1,8 en pointe. Le rayon d'action en mission de combat atteignait près de 1000 km, grâce à une capacité interne de carburant avoisinant les 14 000 livres, soit pratiquement le double de ce qu'emportait un F-16 en configuration propre. La charge d'armement maximale s'élevait à 7700 kg, répartie sur 4 points d'emport ventraux et 6 points sous voilure. Sur la scène mondiale, l'arrivée du Boramae bousculait un club très fermé, celui des nations capables de concevoir des chasseurs de 5e génération ou s'en approchant. En Chine, le Chengdu J-20 avait ouvert le bal dès 2017, arborant fièrement ses lignes anguleuses inspirées des concepts furtifs occidentaux. Peu d'informations filtraient sur ses véritables capacités, mais Pékin ne cachait pas son ambition d'en faire le fer de lance de son aviation. Venait ensuite le Shenyang FC-31, prototype apparu pour la première fois en 2012, destiné à devenir probablement le futur chasseur embarqué de la marine chinoise. Les analystes occidentaux considéraient le FC-31 comme potentiellement plus redoutable que son cousin, la firme Shenyang ayant démontré avec le J-16 sa maîtrise des avions multirôles avancés. Au Japon, Mitsubishi avait fait voler en 2016 un démonstrateur technologique appelé X2, petit appareil aux formes anguleuses servant de base à un programme bien plus ambitieux. Ce projet, désigné FX, visait à produire un chasseur de 6e génération pour remplacer la flotte vieillissante de F2. L'histoire avait prouvé à maintes reprises qu'il ne fallait jamais sous-estimer Mitsubishi, dont l'héritage remontait au légendaire A6M0, ayant semé la terreur dans le Pacifique au début des années 40. Plus à l'ouest, l'Inde poursuivait son propre rêve avec le HALA-MCA, probablement le concurrent le plus directement comparable au Boramae, puisque les 2 appareils partageaient le même moteur General Electric F414. La Turquie, quant à elle, avait dévoilé le 16 mars 2023 son TAI-TF-CAN, affichant une confiance spectaculaire en annonçant vouloir remplacer sa flotte de F-16 dès 2028. La Russie, enfin, présentait son Sukhoi 75 Checkmate, conçu pour l'exportation,
mais dont les capacités réelles restaient un mystère bien gardé derrière les portes de Komsomolsk sur l'Amour. Dans ce concert international, le KF-21 occupait une position singulière. Ses concepteurs ne cherchaient pas à rivaliser avec la furtivité extrême d'un F-22 ou d'un F-35. Leur philosophie était différente, trouver un équilibre subtil entre discrétion radar réduite et capacité d'emport maximale. En accrochant les armements à l'extérieur plutôt que dans une soute interne, les ingénieurs sud-coréens acceptaient consciemment une signature radar comparable à celle d'un Eurofighter Typhoon, en échange d'une charge offensive bien supérieure. L'appareil était d'ailleurs officiellement classé comme un chasseur de génération 4,5 et non de 5e génération. Pendant le développement, l'un des objectifs déclarés consistait à surpasser à la fois le Dassault Rafale et le Typhoon dans plusieurs domaines clés, défi que peu de nations auraient osé formuler ouvertement. Le calendrier de production fut fixé avec une ambition assumée. 40 appareils devaient rejoindre l'armée de l'air sud-coréenne d'ici 2028, en configuration Bloc 1, limitée aux missions air-air. La flotte complète de 120 exemplaires serait atteinte en 2032, suivie d'une phase Bloc 2 ajoutant les capacités air-sol complètes. Les concepteurs évoquaient même discrètement une variante navale, le KF-21N, qui pourrait voir le jour si Séoul se dotait un jour d'un porte-avions. L'Indonésie, toujours partenaire, envisageait l'acquisition de 50 appareils supplémentaires pour sa propre flotte, concrétisant enfin l'accord signé plus d'une décennie auparavant. Le 4 juin 2024, le premier appareil de série quitta la chaîne d'assemblage de Sacheon sous les yeux émus des ingénieurs ayant porté le projet pendant plus de 20 années. Le Boramae était désormais une réalité tangible, prêt à prendre son envol vers un avenir que personne, 2 décennies plus tôt, n'aurait osé imaginer possible. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants sur les machines de guerre qui ont marqué notre époque. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous proposer des contenus de qualité.